Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. J'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie, et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Un jour avant 8 heures juste, moment où s'ouvrait le collège, j'allais jusqu'à ce petit mur au bord de la Meuse. Mes regards s'abaissaient vers le fleuve, et là je m'intéresse fort à voir une barque manœuvrée par deux jeunes garçons de mon âge. C'était Arthur et Frédéric Rimbaud. Fort intéressé par les allures de ces petits bonshommes, je désirais les connaître mieux. Je m'enhardis. C'est Arthur qui rompit la glace. Je devins fier de causer avec lui. Il avait 13 ans, moi 14. C'était l'année 1868. Plus tard, la rue où habitait sa famille, là-bas derrière le moulin, était sur ma route. On bavardait quelques minutes sur de brûlantes questions. Je me rappelle un jour le sourire qu'il eut quand je lui confiai « Paul Labarère, mon voisin de classe, désapprouve le 2 décembre, qu'en penses-tu » Et Rimbaud répondit brièvement « Napoléon III mérite les galères ». Je fus effaré, enchanté, comme la vie devenait intéressante. Des deux places de Charleville qui virent le plus souvent Rimbaud, voilà l'autre. C'est le centre de la ville, on pourrait même dire son cœur. Là est la mairie, et là se tient le marché. Quand la famille Rimbaud allait aux provisions, d'abord venaient les deux fillettes, Vitalie et Isabelle, se tenant par la main. Puis au deuxième rang, les deux garçons se tenant également par la main. Madame Rimbaud fermait la marche à distance réglementaire. Aussi bien chez Arthur que chez Frédéric, on observait un esprit d'indépendance, une obstination irréductible. Et chez la mère, de l'autoritarisme non moins forcené. Le mot « têtu » est comme la clé d'un drame familial qui dura autant que les trois personnages. Par la suite, les confidences d'Arthur m'édifièrent sur le système de terrorisme qui régnait dans sa famille. Le père, capitaine dans l'armée française, avait quitté le foyer quand Arthur avait 7 ans. On l'a jamais revu. Toutes les charges de la famille incombaient à la mère. La curiosité impitoyable des sociétés de province, qui ne sauraient tolérer sans interrogation harassante cette continuelle absence de l'époux, font que Madame Rimbaud ne voit personne à Charleville et se replie farouchement sur le soin de ses enfants, dont elle voudra, avec une fermeté méticuleuse, faire toute seule l'éducation sociale. Nous avons toujours travaillé sans faiblesse, sans hésitation, sans nous permettre la moindre distraction, le plus petit relâchement. Nous n'avons goûté aucun des plaisirs dont ne se privent pas les jeunes gens. Aucune existence n'a été aussi austère que la nôtre. Et ce n'était ni par sauvagerie ni par avarice que nous menions ce genre de vie. C'était parce que nous étions absorbés par la vision du but saint et noble et nous concentrions tous nos efforts vers ce but nous-mêmes. Oh. Nous étions bien naïfs pour le siècle. À la maison, on y lisait la Bible. Peu d'autres ouvrages. Aucun camarade n'y fréquentait, cela était interdit. Les enfants jouaient entre eux. D'ailleurs sans jouer. La chambre est pleine d'ombre.
On entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Au dehors, les oiseaux se rapprochent frileux. Leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux. On voit traîner à terre épars autour des lits des vêtements de deuil. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ses petits-enfants, de mère au frais sourire, au regard triomphant. Votre cœur l'a compris. Ces enfants sont sans mère. Plus de mère au logis. Et le père est bien loin. Mon père était un homme parfaitement honnête et bien connu de tous. J'ai perdu tôt ma mère. J'ai grandi avec mon père et mes deux frères, hélas. J'ai toujours travaillé durement. J'étais économe. Je n'ai fait que mon devoir. J'aurais pu être heureuse avec votre père si je n'avais eu certains enfants qui m'ont tant fait souffrir. Ma chère Vitalie, morte le 18 décembre 1875, était travailleuse, intelligente et sage. Tous ceux qui l'ont connue l'ont estimée, admirée et aimée. Mon pauvre Arthur, qui ne m'a jamais rien demandé, et qui par son travail, son intelligence et sa bonne volonté avait amassé une fortune en Afrique. Et amassé très honnêtement. Tout petit, il écrivait déjà par plaisir. Il avait à peine 10 ans, qu'il nous intéressait durant de longues soirées, en nous lisant ses voyages merveilleux dans des contrées inconnues et bizarres, au milieu des déserts et des océans, dans les montagnes, sur les fleuves. Naturellement, tout cela était jeu d'enfant. Aussitôt composé et lu, ses manuscrits étaient déchirés, perdus. Ce qu'il a écrit plus tard, de 15 à 18 ans, c'était encore par plaisir. Peut-être aussi par enthousiasme, par excès de générosité. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, des tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. Elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés où, rouges, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noirs en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg. On remarque là-bas, derrière la façade du moulin, une partie ombrée. C'était là, généralement, que je donnais rendez-vous les deux malheureux élèves. Il apportait toujours avec lui quelques livres, parfois un journal. Nous lisions alors les Confessions de Rousseau, à qui Rimbaud ressemble tant. De ce simple paysage, il n'est pas une partie où Rimbaud n'ait longtemps marché, pensé, rêvé. À l'horizon, ces champs qu'il parcourut souvent, où parfois il récolta quelques douces fleurs de Molène. Un jour, il a dit tristement que le monde était plein de fleurs cet été. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme.
Rimbaud que j'ai connu, que je vois encore dans ma classe, installé au premier plan, face à ma chaire, c'est le petit poussé rêveur, nu et timide. L'élève de rhétorique un peu guindé, sage et douceâtre, aux ongles propres, aux cahiers sans tache, aux devoirs étonnamment corrects, aux notes de classe idéalement scolaires. Bref, un de ces petits monstres exemplaires et impeccables, incarnant au superlatif le type de la bête à concours, de l'assis de collège. Le Rimbaud intime que j'ai connu parallèlement, que j'ai vite appris à connaître, c'est l'intellectuel vrai tout vibrant de passion lyrique, et si ingénument fier de se révéler tel, si heureux de trouver enfin à qui parler de vers et de poètes. La classe finie, il lui arrivait souvent de m'attendre à la sortie, pour me reconduire jusqu'à ma porte. Nous avions ainsi de longues conversations, qui ne roulaient guère que sur les poètes ou la poésie, lui ne s'intéressant qu'à cela. Parfois aussi, il me remettait des vers, tout frais pondus, que sur sa demande nous épluchions ensemble. Nous étions arrêtés de marcher, il se tenait près de moi, muet, guettant mes premières impressions. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un petit baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte, et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Pendant les 7 mois de la période scolaire, j'avais vu Madame Rimbaud une seule fois. Mais je n'ai jamais reçu d'elle l'ombre d'une parole polie, d'un accueil obligeant ou d'un remerciement intégralement courtois. Un jour, elle m'écrivit une lettre. Je suis, on ne peut plus reconnaissante de tout ce que vous faites pour Arthur. Mais il est une chose que je ne saurais approuver, par exemple, la lecture du livre comme celui que vous lui avez donné il y a quelques jours. Les Misérables de Victor Hugo. Elle avait rapporté le livre au principal, pour qu'il me le rendît lui-même avec admonestation bien sentie. Je suis allé la voir pour lui expliquer qu'elle s'était trompée de livre, qu'elle n'avait d'ailleurs pas lu. Ce n'était pas Les Misérables, mais Notre-Dame de Paris. Dès ce jour, mon affection pour Arthur s'accrut, en raison de sa détresse morale ainsi révélée. J'avais prêté à Rimbaud le Gringoire de Banville. Un jour, il écrivit une lettre au poète de l'école parnassienne. Cher maître, nous sommes au mois d'amour. J'ai 17 ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations. Toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Dans 2 ans, dans 1 an peut-être, je serai à Paris. Cher maître, à moi, levez-moi un peu. Je suis jeune. Tendez-moi la main. Le 16 juillet, la guerre venait d'être déclarée à la Prusse.
Début août, je partais à Douai où je passerai mes vacances. Je gardais à Charleville, dans une maison de bonne famille bourgeoise, cette mansarde dont j'étais locataire. J'en donnais la clé à Rimbaud. C'était, bien entendu, pour lui permettre de s'enfermer avec mes livres, chaque fois que le cœur lui en dirait. À Monsieur Isambard parti, disait-il, que vais-je devenir? C'est sûr, je me sauverai un de ces jours. Je ne supporterai pas cette existence une année de plus. Je puis gagner ma vie. Je sais écrire, j'irai pour commencer faire du journalisme à Paris. Je tomberai sur la route, je mourrai sur un tas de pavés, mais je m'en irai. Cela, je vous le défends, lui criai-je. Patientez une année de plus. Ne heurtez pas de front votre mère. Et lui, vous ne la connaissez pas? Je vous dis qu'il faut rester, finir vos études, passer votre bachot. Je partais le 6 août. Le 25, je reçois sa lettre. Vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions. Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin. J'espérais surtout des journaux, des livres. Rien. Rien. Le courrier n'envoie plus rien aux libraires. Paris se moque de nous joliment, pas un seul livre nouveau. C'est la mort. On est exilé dans sa patrie. Heureusement, j'ai votre chambre. J'ai emporté la moitié de vos livres. Je vous envoie des vers, lisez cela un matin au soleil comme je les ai faits. Vous n'êtes plus professeur maintenant, j'espère. Le lundi 29 août 1870, par un temps superbe, la famille était en promenade ici, à la prairie. Il faisait très chaud. Le ciel s'envahissait de nuages. On était de surcroît assez angoissés par les mauvaises nouvelles des opérations militaires, Arthur en particulier. Par des rougeurs et des pâleurs alternées, marquait sur son visage de l'inquiétude et de l'agitation. Tout à coup, il déclara vouloir retourner à la maison pour y prendre un livre. Il ne revint pas. C'est en vain que ma mère, dont le souci se lassait d'attendre, retourna à quai de la Madeleine pour l'y retrouver. En vain qu'elle courut ensuite aux endroits qu'il avouait fréquenter. Personne ne put la renseigner. La nuit venue, Arthur n'était toujours pas rentré. L'anxiété de ma mère devint de l'affolement. Entraînant ses fillettes avec elle, elle passa une grande partie de la nuit à parcourir les rues de Charleville dans un indescriptible état d'angoisse, interrogeant les cabarets, questionnant les groupes de jeunes qui allaient avec enthousiasme s'enrôler comme volontaires, scrutant les salles de la gare et les bords de la Meuse. Quand la mère, si énergique, rentra chez elle, avec ses petites filles tremblantes d'effroi, le fils n'était toujours pas à la maison. Monsieur Isambard, ce que vous me conseillez de ne pas faire, je l'ai fait. Je suis allé à Paris quittant la maison maternelle. Arrêté en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et devoir 13 francs de chemin de fer, je fus conduit à la préfecture, et aujourd'hui, j'attends mon jugement à Mazas. Oh, j'espère en vous comme en ma mère. Vous m'avez toujours été comme un frère. Je vous demande instamment cette aide que vous m'offrîtes. Faites tout ce que vous pourrez. Et quand vous recevrez cette lettre, écrivez vous aussi, je vous l'ordonne. Oui, écrivez à ma pauvre mère pour la consoler. Écrivez moi aussi. Faites tout. Je vous aime comme un frère. Je vous aimerai comme un père. Le directeur de la prison de Mazas m'écrit. Je renvoie le prix de la place impayée par Arthur. Et enfin, là de nourrir un obscur pensionnaire, on le met un jour, non dans la rue, mais en chemin de fer. Seulement, comme les communications avec sa ville natale étaient alors interceptées, c'est à moi qu'on l'expédie, me laissant l'ingrate mission de lui faire réintégrer les girons maternels. Quelques jours après, il nous arrivait. Penaud, défait. Heureux tout de même d'en être quitte. Puis on causa. Bref, vous avez vu Paris, lui dis-je. Mal à travers le grillage du panier à salade. Et vous avez eu l'heure d'assister sur place à une révolution. Ouais, entre les 4 murs de ma cellule. Oh, mais le plus urgent était d'écrire à sa mère. Une réponse arriva. Elle était si violente, si comminatoire, si brutale, pour lui, pour moi.
Rimbaud perdant son calme, fait les grands bras, sacre, jure, proteste qu'il ne retournera là-bas à aucun prix. Je me fâche, nous nous fâchons. Rimbaud grinçait à mes semonces et murmurait l'air mauvais que j'étais comme les autres. Une énorme injure dans sa bouche. Ce fut après une sermonnade plus forte, et toujours au sujet de sa mère, qu'il cessa de m'écrire. Je craignais que ce petit drôle ne se fasse arrêter une seconde fois. Mais alors il n'aurait plus besoin de revenir, car je le jure que de ma vie, je n'aurais plus reçu. Était-il possible de comprendre la sottise de cet enfant? Lui si sage et si tranquille ordinairement. Comment cette folie a-t-elle pu lui venir à la tête? Quelqu'un lui aurait-il soufflé? J'ai donc demandé au professeur Isambard de lui avancer 10 francs à ce malheureux et qu'il le chasse de chez lui pour qu'il revienne vite. Et que Dieu ne punisse pas la folie de ce malheureux enfant comme il le mérite. On rentre ensemble en train à Charleville. Rimbaud s'est isolé dans un coin du wagon, ne dessert pas les temps, l'esprit ailleurs. Fait-il encore des vers ou songe-t-il à l'accueil qui l'attend? Je lui parle avec mon cœur, mon souci de son avenir, de sa gloire, de sa dignité aussi. Et j'ai l'impression qu'il me comprend, qu'il est ému en dedans, qu'il a le cœur serré. Je me trompe peut-être, il est si impénétrable. À l'arrivée, on se serre les mains avec force, et adieu va. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais une lettre de lui ne tarde pas à arriver. Je suis rentré à Charleville un jour après vous avoir quitté. Ma mère m'a reçu et je suis là, tout à fait oisif. Je meurs. Je me décompose, dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Voulez-vous, je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Je devais repartir aujourd'hui même, je le pouvais, j'étais vêtu de neuf, j'aurais vendu ma montre et vive la liberté. Donc je suis resté. Et je voudrais repartir encore bien des fois. Il y avait en lui 2 dispositions contraires. Une à l'enthousiasme et aux indignations, une autre à la gaieté. Il faut ajouter l'indépendance excessive de son caractère. Il a toute sa vie eu l'horreur de n'importe quelle règle, de l'uniforme. Se rappelait-il que son père était officier? Il parlait de son père avec une gaieté mêlée d'indifférence. Il le connaissait à peine. Son dernier souvenir datant de sa 6e ou 7e année. Je songeais à mon père parfois. Le soir, le jeu de cartes, les mots plus grivois. Car un père est troublant. Madame se tient trop debout dans la prairie prochaine où neigent les fils du travail. L'ombrelle au doigt. Des enfants lisant dans la verdure fleurie leurs livres de maroquin rouge. Hélas, lui, comme 1000 anges blancs qui se séparent sur la route, s'éloigne par-delà la montagne. Elle, toute froide et noire, court après le départ de l'homme. Qu'elle pleure à présent sous les remparts. Rimbaud ne cherche guère à inventer. Il avait toujours sur lui un album de poche qui lui servait pour griffonner. Quand venait l'inspiration, de poétiques ébauches, il en détachait une feuille. Une fois on marchait, on allait jusqu'à la fin du parc. Nous restions alors à contempler le soleil qui se couchait dans des nuages d'or et de pourpre, là-bas au bout de la prairie voisine. Je n'en suis encore qu'à entrevoir le but et les moyens. Des sensations nouvelles, des sentiments plus forts à communiquer par le verbe, me disait-il. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé.
Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttelettes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Au commencement de février 1871, nouvelle tentative sur Paris. La montre d'argent vendue sert à payer le voyage. Épuisé, l'aventurier tenace erre dans les rues de Paris pendant plusieurs jours, se couche dans les bâtons à charbon et se nourrit de débris de nourriture. Enfin, il revient pédestrement à Charleville. Madame Rimbaud a fermement résolu de mettre l'insubordonné en pension. Il a nettement formulé sa volonté contraire. Elle n'avait jamais dû revenir de son illusion. Être un élève travailleur et docile pour elle, c'était faire ce qu'il faut pour devenir un gros monsieur. Elle voyait pas plus loin. Le 20 mars 1870, Rimbaud parut avec des yeux étonnamment gais. « Ça y est, dit-il. Ça y était bien, en effet. La révolution triomphante, les troupes régulières sorties de la capitale, tous les ministères abandonnés, le comité central installé à l'hôtel de ville. Et on commentait ardemment la révolution parisienne, ses conséquences, les perspectives qu'elle ne manquerait pas d'ouvrir. Pour lui, c'était désormais la marche en avant de l'esprit humain sans entrave, sans limite à ses ambitions. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant? Jamais. Jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète. Et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être poète, et je me suis reconnu poète. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». « Je » est un autre. Rimbaud est-il allé à Paris pendant la Commune? Je le crois. Le récit qu'il m'a fait est absolument vraisemblable parce que dépourvu de toute vanterie qui était si facile. Rimbaud est donc allé à Paris. Il est enrôlé dans les francs-tireurs de la Révolution, mais on ne l'arme pas, on ne l'habille pas, on l'envoie à manger et coucher à la caserne Babylone où logeait un ramassis de déserteurs et de traînards de l'armée régulière. Si Rimbaud avait voulu faire son Tartarin, il est évident qu'il aurait présenté son histoire d'une toute autre manière. Oh lâche, la voilà, dégorgée dans les gares. Le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité sainte assise à l'Occident. Voilà les quais, voilà les boulevards. Voilà les maisons sur l'azur léger qui s'irradie et qu'un soir la rougeur des bombes étoila. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauve renouveau, ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, l'orage te sacra suprême poésie, l'immense remuement des forces te secourt, ton œuvre bout, la mort gronde, cité choisie. Le poète prendra le sanglot des infâmes,
La haine des forçats, la clameur des maudits. Et ces rayons d'amour flagelleront les femmes. Ces strophes bondiront. Voilà, voilà, bandit. Ses 17 ans viennent d'assister à l'agonie de la Commune. Son âme est pleine du spectacle tumultueusement tragique de cette insurrection ouvrière. Son esprit bouillonne dans des rêves de fraternité universelle. Son cœur se fond de sympathie pour le peuple. En mai 1871 encore, il croit effectivement possible de pouvoir changer la vie grâce à la révolution de la Commune. Mais ses espérances s'écroulent après le massacre qui lui succède. Écœuré, il doit désormais renoncer à sa recherche de salut collectif pour se consacrer à celle de son salut personnel. Ces écritures-ci sont d'un jeune, tout jeune homme, dont la vie s'est développée n'importe où, sans mère, sans pays, insoucieux de ce qu'on connaît, fuyant toute force morale, n'ayant pas aimé de femme, quoique plein de sang. Il eut son âme et son cœur toute sa force, élevée en des erreurs étranges et tristes. Cette fois, c'est la femme que j'ai vue dans la ville, et à qui j'ai parlé, et qui me parle. J'étais dans une chambre sans lumière. On vint me dire qu'elle était chez moi, et je la vis dans mon lit, tout à moi, sans lumière. Je fus très ému, et beaucoup parce que c'était la maison de famille. Aussi une détresse me prit. J'étais en haillons, moi, et elle, mondaine, qui se donnait. Il lui fallait s'en aller. Une détresse sans nom, je la pris, et la laissai tomber hors du lit, presque nue, et dans ma faiblesse indicible, je tombai sur elle et me traînai avec elle parmi les tapis sans lumière. Alors la femme disparut. Je versai plus de larmes que Dieu n'en a pu jamais demander. Je sortis dans la ville sans fin. Oh, fatigue! Noyé dans la nuit sourde et dans la fuite du bonheur. C'était comme une nuit d'hiver, avec une neige pour étouffer le monde décidément. J'en ai assez de cette ville, j'ai mis un matin Rimbaud. Absolument que j'aille à Paris. Mais cette fois pour de bon, cette fois pour y vivre. Qui m'accueillera? Quel écrivain? Quel poète? Notre ami Bretagne lui dit avoir rencontré le poète Paul Verlaine. Et si je lui envoyais mes vers? Faites-le tout de suite. C'est Bretagne qui parle. Rimbaud y joignit une lettre en écriture serrée, où il disait son idéal, ses rages, ses enthousiasmes, son ennui, tout ce qu'il était. Puis il soumettait ses vers à l'opinion de Verlaine, lui demandait avis et conseils. Il n'y avait plus qu'à attendre. Enfin vint la réponse, telle que l'avait prévue Bretagne, c'est-à-dire chaleureuse et fraternelle. Venez, chère grande dame, venez, on vous attend. La veille de son départ, dans l'après-midi, Rimbaud voulut faire une dernière promenade dans les environs de Charleville. La lumière était glorieuse et douce, l'air léger d'une tiédeur charmante. Voici, dit-il, ce que j'ai fait pour leur présenter en arrivant. Et il me lut Le bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, aux futures vigueurs? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer.
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. J'avais 27 ans. J'étais marié depuis à peu près 1 an. Je demeurais ici chez mes beaux-parents, 14 rue Nicolet, sous la Butte, lorsqu'à la fin de l'été 1871, je reçus la lettre d'un adolescent de Charleville, signé Arthur Rimbaud, et renfermant plusieurs poèmes de lui, qui me frappèrent par, comment dire, sinon bourgeoisement parlant, par leur extrême originalité. Les vers étaient d'une beauté effrayante, vraiment. Il m'avait confié « J'ai le projet de faire un grand poème et je ne peux travailler à Charleville. Je suis empêché de venir à Paris étant sans ressources. Ma mère est veuve et extrêmement dévote, elle ne me donne que 10 centimes tous les dimanches pour payer ma chaise à l'église. Je me conférai alors avec quelques amis et d'accord avec ma belle famille, il fut convenu, pour mon malheur plus tard, que le jeune prodige descendrait ici, rue Nicolet, pour commencer, et nous le fîmes venir. Je lui envoie en même temps un mandat pour les frais de voyage. Le jour de son arrivée, Charles Cros et moi, nous étions si pressés de le recevoir en gare de Strasbourg, ou du Nord, que nous le manquâmes. Et que ce ne fut que plus tard que nous le trouvâmes, causant tranquillement avec ma belle-mère et ma femme, ici, dans le salon de la maison de mon beau-père. Je m'étais, je ne sais pourquoi, figuré le poète tout autre. C'était pour le moment une vraie tête d'enfant, dodue et fraîche, sur un grand corps osseux et comme maladroit d'adolescent qui grandissait encore. On dîna. Notre hôte fit honneur surtout à la soupe, et pendant le repas demeura plutôt taciturne, ne répondant que peu à mon ami Cros qui lui demanda comment telle idée lui était venue, pourquoi il avait employé ce mot plutôt que tel autre, lui demandant en quelque sorte compte de la genèse de ses poèmes. L'autre, que je n'ai jamais connu beau causeur, ni même très communicatif au général, ne répondait guère que par monosyllabes plutôt ennuyées. Verlaine sortait avec Arthur et le promenait à travers Paris à longueur de journée, le présentant à ses amis, qui étaient les poètes de la commune. Rimbaud partage leur haine de la réaction bourgeoise, partage leur colère, leur désir impuissant de vengeance. Pour lui, la défaite de la commune, c'est la fin de la société, la fin du monde. Son esprit affiné, développé, mûri si étonnamment, fait de sa conversation un plaisir indispensable à Verlaine, qui reprend son ancienne vie de café. Indignation de l'épouse qui se met à détester violemment Rimbaud. Verlaine, désormais, n'est plus sur terre. Il refuse de penser qu'il a une femme, un enfant, un foyer. Il ne s'agissait, en principe, non pas même d'une affection, d'une sympathie quelconque entre deux natures si différentes, mais bien d'une admiration, d'un étonnement extrême en face d'un gamin de 16 ans qui avait dès lors écrit des choses au-dessus de la littérature, comme dira plus tard si excellemment Fénéon. Une très forte amitié s'était formée entre nous deux, durant les 3 semaines environ que dura le séjour chez moi de l'intéressant pèlerin. De ces vers passés, il m'en causa peu. Il les dédaignait, et il me parlait de ce qu'il voulait faire dans l'avenir. Ce qu'il me disait fut prophétique.
De sa théorie du voyant, il a souvent parlé aussi. Et il prétendait en outre avoir trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Ma femme conçut tout de suite une jalousie absolument injuste, alors, dans le sens vilainement désobligeant qu'elle l'entendait. À propos de la question d'ailleurs subsidiaire de savoir si Rimbaud était beau ou laid, il avait un visage parfaitement ovale, d'ange en exil, une forte bouche rouge aux plis amers et des jambes sans rival. Car quel marcheur c'était! Quel marcheur! N'est-ce pas bien l'enfant sublime? Un Casanova gosse et le dédain tout viril? Cette littérale beauté du diable. Verlaine fut ébranlé et fasciné par Rimbaud. Il admirait surtout en lui le mépris pour toute tradition artistique. Quant à Rimbaud, il était sans doute déçu de voir le poète des fêtes galantes vivre en petit bourgeois chez ses beaux-parents, travailler dans un cabinet d'assurance et rentrer tous les soirs sagement dans sa belle famille pour le dîner de 7 heures. À cette période de mon existence si contradictoire, apparemment au moins, j'étais d'une nuance révolutionnaire des plus foncées. J'étais plus républicain qu'à présent. Je sortais d'être un peu communard et j'avais le verbe passablement haut. Pour moi, la commune, c'était une insurrection juste, après tout, en principe. J'avais présenté à Rimbaud mes amis, tous plus ou moins anciens communards et rêvant de revanche et de vengeance. Mais c'était lui le plus fou, le plus violent. Industriel, prince, sénat, périssé. Puissance, justice, histoire, abat. Ça nous est dû. Le sang, la flamme d'or. Toute la guerre. À la vengeance, à la terreur, mon esprit. Tournons dans la morsure. Ah, passez, république de ce monde, des empereurs, des régiments, des colons, des peuples assez. Europe, Asie, Amérique disparaissez. Notre marche vengeresse a tout occupé, cités et campagnes. Nous serons écrasés, les volcans sauteront et l'océan frappé. Oh, mes amis, mon cœur, c'est sûr, ils sont des frères, noirs inconnus, si nous allions. Allons, allons. Au mois de novembre 1871, j'eus l'occasion d'aller à Paris. Je ne savais où trouver Rimbaud, mais je me rappelais l'adresse de Verlaine. Je me présentai là. Verlaine me reçoit très amicalement. « Si vous voulez, nous irons ensemble. » Je crois savoir où le trouver aujourd'hui, me dit-il. L'omnibus nous transporte au boulevard Saint-Michel. Là se trouve un hôtel qui porte encore aujourd'hui sur son balcon cette inscription « Hôtel des étrangers ». Rimbaud dormait sur une banquette. Il se réveilla à notre arrivée, se frotta les yeux en faisant la grimace. Il nous dit qu'il avait pris du hashish. « Et alors ?» demanda Verlaine. « Alors rien du tout. Des lunes blanches, des lunes noires qui se poursuivaient. » Nous sortîmes tous deux, il était assez somnolent, se ranima cependant pour me montrer des éraflures encore fraîches aux angles des maisons qui avaient subi les fusillades de la commune. Et avec un sourire amusé, des balles, des balles. Nous fîmes une assez longue promenade sur le boulevard Saint-Michel et autour du Panthéon. Il me montra encore des déchirures qui blanchissaient les colonnes. Partout, on voyait ces traces laissées par les griffes de la mitraille. Je lui demandais, pouvait-on prévoir une insurrection nouvelle? Restait-il des communards? Oui, peu. Il en connaissait des enragés qui tireraient des coups de fusil jusqu'à ce qu'ils fussent morts. Il serait avec eux. Son idéal aurait cet aboutissement, il n'en voyait pas d'autre. Paris, ville lumière. Paris, tête et cœur de la France. Blague immonde, me disait-il. Paris, selon lui, était un lieu où l'on venait pour gagner de l'argent. Quelques idéalistes s'y donnaient encore, par une vieille coutume,
Rendez-vous, mais quelle erreur, puisque là aussi venaient par millions les vanités les plus bêtes, les cupidités les plus cyniques, les appétits les plus brutaux, les pensées les plus grossières de toute la nation. Nulle part les âmes n'étaient plus lourdes, plus sourdes, plus aveugles, en somme. L'endroit le moins intellectuel du monde. Je l'écoutais, stupéfait. Une sorte de nuit semblait s'être abattue sur les enthousiasmes du révolutionnaire. C'était en réalité dans son cerveau qu'une révolution se faisait peu à peu. Irrésistible et angoissante parce qu'imprévue, parce qu'il n'en discernait pas encore la formule, qui devait éclater plus tard dans les affres d'une saison en enfer. Il se replie, douloureux sur lui-même, revient à Charleville, où il passera l'hiver et le printemps. Oisive jeunesse a tout asservi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Peut-être un soir m'attend où je boirai tranquille en quelque vieille ville, et je mourrai plus content puisque je suis patient. Si mon mal se résigne, si j'ai jamais quel corps, choisirai-je le nord ou le pays des vignes? Un songer est indigne puisque c'est pure perte. Et si je redeviens le voyageur ancien, jamais l'auberge verte ne peut bien m'être ouverte. La réputation de Rimbaud était devenue mauvaise dans les milieux d'artistes et de gens de lettres à Paris. Rimbaud méprise trop le côté artiste des poètes pour se cantonner dans un esthétisme de salon. Il entend au contraire changer la vie. Sa haine croissante pour l'éloquence, l'esprit et ce qu'il appelait l'artisticaillerie le rendit bientôt insupportable. De retour de Paris, il me disait en cet été 1872, « C'est embêtant. J'ai maintenant une sale réputation à Paris. J'ai voulu m'amuser, c'était bête, à me faire passer pour un ignoble cochon et on m'a pris au mot. J'ai été témoin plusieurs fois à Charleville même de cet étalage de cynisme. C'était surtout quand il voulait embêter les snobs importuns. On le voit de plus en plus souvent errer dans les rues de Charleville, la pipe à la bouche, les cheveux longs et en désordre, dans une tenue systématiquement négligée, et il échange des lettres avec Verlaine. Le travail est plus loin de moi que mon ongle l'est de mon œil. Merde pour moi, 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 merde pour moi. Quand vous me verrez manger positivement de la merde, alors seulement vous ne trouverez plus que je coûte cher à nourrir. Non, Rimbaud ne fut pas un bohème. Il n'en eut ni les mœurs débraillées, ni la paresse, ni aucun des défauts qu'on attribue généralement à cette caste bien vague, toutefois peu déterminée jusqu'à nos jours. Ce fut un poète très jeune et très ardent, qui commença à peine de sortir de l'enfance. Rimbaud, le plus simple en paroles, en même temps que le plus compliqué généralement des êtres humains qu'il m'ait été donné de rencontrer au cours de ma bizarre existence. C'est Fontaine-Latour qui fit d'une douzaine d'entre nous en 1872, sous le titre « Coin de table »,
de magnifiques portraits, son meilleur tableau peut-être. Je suis là, à côté de Rimbaud. Une sorte de douceur luisait et souriait dans ses cruels yeux bleu clair et sur cette forte bouche rouge aux plis amers. Mysticisme et sensualité. Et quelle! Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et des satisfactions essentielles. J'étais sûr de ne jamais entrer dans son monde. Cher ami, maintenant c'est la nuit que je traverse, de minuit à 5 heures du matin. Le mois passé, ma chambre rue Monsieur le Prince donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis. Il y avait des arbres énormes sous ma fenêtre étroite. À 3 heures du matin, la bougie pâlit. Tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres. C'est fini. Plus de travail, il me fallait regarder les arbres, le ciel saisi par cette heure indicible, première du matin. À 5 heures, je descendais à l'achat de quelques pains. Les ouvriers sont en marche partout. Mais en ce moment, j'ai une chambre jolie sur une cour sans fond, mais de 3 mètres carrés. Là, je bois de l'eau toute la nuit. Je ne vois pas le matin, je ne dors pas. J'étouffe. Et voilà. Les gens furent stupéfaits de tant de jeunesse et de talent, mêlés à tant de sauvagerie et de positive lycanthropie. Les femmes elles-mêmes eurent peur ou frisson de ce gamin qui semblait ne pas, mais pas le moins du monde, penser à elle. De sorte que, lorsqu'il revint à Paris un an et plus après sa première arrivée chez nous, il n'y fut pas populaire, croyez-moi. Beaucoup d'avis se partagèrent sur Rimbaud, l'individu et le poète. Forain, le peintre, lui trouvait un air de grand chien. D'aucuns crièrent à ceci, à cela. Un homme d'esprit a été jusqu'à dire « Mais c'est le diable !» Ce n'était pas le diable, ni le bon Dieu. C'était Arthur Rimbaud, c'est-à-dire un très grand poète, absolument original, d'une saveur unique, prodigieux linguiste. Un garçon pas comme tout le monde, non, certes, mais net, carré, sans la moindre malice. D'étranges bruits couraient dans Paris sur la qualité de l'affection éprouvée par Verlaine à l'égard de son jeune ami. Aux réunions des cénacles, on disait que Rimbaud, du point de vue sexuel, avait des goûts dépravés, et que Verlaine était mue vers lui par une honteuse passion. Rimbaud apprend ce qu'on dit de lui à Montmartre. Il a son sourire habituel de résignation amère. La belle famille de Verlaine accuse Rimbaud, la famille de Rimbaud accuse Verlaine. Histoire de poète qui ne peut être jugé par les bourgeois. Un jour, en juillet 1872, ma femme souffrante, elle me demanda d'aller quérir un médicament dans le quartier. Le 7 juillet, dans l'après-midi, sortant de chez moi pour aller à la pharmacie voisine, j'aperçus Rimbaud qui venait à ma rencontre, une lettre à la main. « Je venais justement chez toi pour t'apporter ce mot, me disait-il. Paris me dégoûte, je m'en vais en Belgique. » « Comment? Alors, comme ça tu nous quittes sans crier gare? Eh bien, viens avec moi. »« Et mon ami, tu n'y songes pas, ma femme est malade, je vais chez le pharmacien. »« Non, laisse-nous tranquille avec ta femme, allez, viens, je te dis, on s'en va. » Alors, je l'ai suivi, naturellement. Ainsi, le regretté Arthur Rimbaud et moi partîmes, férus d'une mâle rage de voyage, un beau jour de juillet 1872. À Arras d'abord, à Bruxelles après. De Belgique, les Erabundis sont passés en Angleterre. Là-bas, à Londres, ils fréquentent bars et docks, mais aussi bibliothèques et cénacles de communards. En Rimbaud sévit une crise d'âme atroce qui
diminue la force morale, rend l'humeur taquine et fantasque. Mutuellement, ils s'exaspèrent. Et quand on était bien sous, on se cognait. Rimbaud ne détestait pas cela. C'était dans son système de culture morale, de guerre à sa timidité naturelle. Puis, il revient une première fois de Londres, s'installe à la ferme familiale à Roche, d'où il m'écrira une lettre. Cher ami, tu vois mon existence actuelle dans l'aquarelle ci-dessous. Oh, nature, oh, ma mère. Quelle chierie et quel monstre d'innocence, ces paysans. Il faut le soir faire 2 lieues et plus pour boire un peu. La mother m'a mis là dans un triste trou. Je ne sais comment en sortir. J'en sortirai pourtant. Je regrette cet atroce Charleston, l'univers, la bibliothèque, etc. Je travaille pourtant assez régulièrement, je fais de petites histoires en prose. Titre général, livre païen ou livre nègre. C'est bête et innocent. La mère Rimbaud retournera à Charleston dans le courant de juin, et je tâcherai de rester dans cette jolie ville quelque temps. Le soleil est accablant et il gèle le matin. Je suis abominablement gêné. Pas un livre, pas un cabaret à portée de moi, pas un incident dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française. Mon sort dépend de ce livre pour lequel une demi-douzaine d'histoires atroces sont encore à inventer. En rentrant de Londres, la physionomie d'Arthur s'était modifiée. Était-ce le résultat des fatigues corporelles éprouvées au cours des 2 années précédentes, ou bien était-ce déjà l'effet d'une rougeur fiévreuse? Le bleu de ses yeux pâlis, donnant au regard un caractère infiniment vague et comme mourant. Il maigrit dans son corps et son visage. Des journées entières, lui si instable. Il reste enfermé dans sa chambre, étendu, les yeux mi-clos, sur son lit. À l'heure des repas, il refuse de manger. Et si on le questionne sur sa santé en lui offrant des soins, il répond d'une voix si lointaine et bourrue qu'il ne souffre pas, qu'il n'a besoin de rien, et prie qu'on le laisse en paix. Mais le matin, les bougies consumées attestent qu'il a veillé toute la nuit. Au toucher de ses mains, devenues sèches et pâles, on constate qu'il a la fièvre. Lui montre-t-on de l'inquiétude à ce sujet? Comme agacé, il répond à peine. Et méditatif et sombre, image vivante à 18 ans de la plus poignante, de la plus irrémédiable désolation. Il s'en va errer par la ville et par la campagne. Finalement, Rimbaud quitte de nouveau les Ardennes pour retourner à Londres, où il soignera son ami malade. Mais c'est le drame de nouveau. Les querelles incessantes. Et cette fois, c'est Verlaine, plus en plus inquiet des agissements de sa femme, qui avait demandé une séparation et le divorce, qui part pour rentrer chez lui et se réconcilier avec Mathilde. Il me fallait absolument partir, abandonner Rimbaud et cette vie violente et toute de scène sans motif. Seulement, comme je l'aimais immensément, on y soit qui mal y pense. Je tenais aussi à lui confirmer que si d'ici à 3 jours je ne suis pas avec ma femme, je me brûle la gueule. Si, comme c'est trop probable, je dois faire cette dernière connerie, je le ferai du moins en brave con. Je le vois encore à l'embarcadère de St. Catherine's Dock qui m'appelle. Moi qui me trouve sur le vapeur qui partait quelques minutes plus tard pour Anvers. Ma dernière pensée sera pour lui, qui m'appelait du Pierre tantôt, et que je n'avais pas voulu rejoindre parce qu'il fallait que je claquasse. Reviens, cher ami. Reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté.
Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer, reviens. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion. L'affreux moment, mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te trouver où tu es? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, j'étais toujours là. À toi, toute la vie. Si je ne dois plus te revoir, je m'engagerai dans la marine ou l'armée. J'embarque à Ostende. Passe par Bruxelles. 4 jours plus tard, Rimbaud est là aussi. Je nous revois ici, à Bruxelles, dans cet hôtel borgne de la rue Pacheco où nous étions descendus. J'étais assis sur le pied du lit. Lui, debout près de la porte, croisait les bras et me défiait par toute son attitude. J'avais tout dit pour qu'il restât avec moi, mais il voulait partir. Et je sentais que rien ne le ferait revenir sur sa décision. Nous restons peut-être 5 minutes, Rimbaud et moi, à nous dévorer du regard. À la fin, il se détourna. « Je m'en vais, dit-il. » Et il descendit l'escalier 4 à 4. J'écoutais les marches craquer sous ses bonds. Je haletais. Je voyais rouge. Il me semblait qu'il emportait ma cervelle et mon cœur. Quand je ne l'entendis plus, ce fut comme une tempête en moi. J'aurais tout tué pour avoir Rimbaud. Je dégringolais l'escalier. Dans la rue, je vis Rimbaud qui marchait devant moi, suivait le trottoir vers le boulevard Botanique. Il marchait lentement. Il avait l'air indécis. Je le rattrape. Je lui dis, il faut que tu reviennes. Sinon, cela finira mal. Fous-moi la paix, me répond-il sans me regarder. Alors je me sens comme fou. Je me dis qu'il n'y a plus qu'à le tuer. Je prends le revolver que je portais toujours dans ma poche. Je tire 2 coups. Rimbaud tombe. Les gens me saisissent. Et voilà. La première balle l'a blessé au poignet gauche. La seconde ne l'a pas atteint. Il s'est rendu ensuite à l'hôpital Saint-Jean, où il a reçu un pansement. La balle a été extraite de la main quelques jours plus tard. Quant à moi, on m'appliqua le maximum, 2 ans d'emprisonnement. Ma rage d'avoir perdu Rimbaud était telle que j'aurais voulu le savoir anéanti. C'est plus tard, dans ma cellule de Mons, puis quand je fus remis en liberté, que j'ai pensé à lui avec quelque douceur. Et encore non, ce n'est pas avec douceur. Il y avait dans ce garçon une séduction démoniaque. On a dit que Rimbaud était une légende. Au point de vue de la littérature, c'est sans doute vrai. Mais pour moi, Rimbaud est une réalité toujours vivante. Un soleil qui flambe en moi, qui ne veut pas s'éteindre. C'est pourquoi je rêve de lui toutes les nuits. Il arriva à la gare de Vanques, près de Roche, un jour vers midi. Ma mère prévenue l'attendait. Le scandale lui faisait horreur. Elle se sentait profondément humiliée. Lui, avec sa main bandée, n'avait pas l'air fier. Le 20 juillet 1873, il entra dans la maison familiale
le bras en écharpe, et la figure pleine de désespoir et de souffrance. On était à déjeuner. À peine entré, sans répondre aux paroles de bienvenue, il va s'effondrer sur une chaise. Une crise affreuse de sanglots le secoue. « Oh, Verlaine, Verlaine !» gémit-il seulement de temps à autre. J'avais prévu que ça finirait mal. Dieu punit toujours la désobéissance de ses enfants. Je lui demandais s'il se rendait compte enfin du tort qu'il s'était fait en ne suivant pas le conseil de rompre avec Verlaine. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. J'ai vécu partout, pas une famille d'Europe que je ne connaisse. J'entends des familles comme la mienne qui tiennent toutes la Déclaration des droits de l'homme. J'ai connu chaque fils de famille. Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France, mais non, rien. Il m'est bien évident que j'ai toujours été de race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tuée. Je me rappelle l'histoire de la France, fille aînée de l'Église. Je n'en finirai pas de me revoir dans ce passé, mais toujours seul, sans famille. Même, quelle langue parlais-je? Il jura avec invective à l'adresse des auteurs responsables du malheur que c'en était bien fini désormais, quoi qu'il arrivât de cette amitié calamiteuse. Ce jour-là, et les jours suivants, dans la salle à manger, à la table de famille, il est de plus en plus triste et muet. La nouvelle de la condamnation de Verlaine vint exaspérer encore son dégoût du monde des lettres. Mais aux heures de travail, à travers le plancher, on perçoit les sanglots qui réitèrent, convulsifs, coupés tour à tour de gémissements, de cris de colère, de ricanements, de malédictions. Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir, ma journée est faite, je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes de retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques, sauvé. Maintenant, je suis maudit. J'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habit, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Dans les villes, la boue m'apparaissait soudainement rouge et noire comme une glace quand la lampe circule dans la chambre voisine, comme un trésor dans la forêt. Et je voyais une mer de flammes et de fumée au ciel. Et à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres. Mais l'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites. Pas même un compagnon. Je me voyais devant une foule exaspérée. Prêtres, professeurs, maîtres, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois, je n'ai pas le sens moral, je suis une brute, vous vous trompez. Le plus malin est de quitter ce continent. L'été avait été chaud. La famille retourna au travail, la moisson ne pouvant attendre. Arthur s'installe ici, dans le haut grenier de la ferme, seule oasis de paix. Et il écrit. Chaque soir, fiévreux, il regagnait sa famille et se réfugiait dans le silence. Il travaille toute la nuit, parfois. J'ai demandé un jour à pouvoir jeter un coup d'œil au manuscrit.
Je n'ai compris goutte. Qu'as-tu voulu dire? J'ai voulu dire ce que cela dit, littéralement et dans tous les sens. Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. La peau de ma tête se dessèche. Pitié, Seigneur, j'ai peur, j'ai soif, si soif. Ah, l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait 12. Ma vie ne fut que folie douce, c'est regrettable. Bah, faisons toujours les grimaces imaginables. Décidément, nous sommes hors du monde, plus aucun son. Mon tact a disparu. Les soirs, les matins, les nuits, les jours, suis-je là? Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil et l'enfer de la caresse, un concert d'enfer. Je meurs de lassitude. C'est le tombeau. Je m'en vais au vert. Horreur de l'horreur. Oh, remonter à la vie. Ma faiblesse. La cruauté du monde. À la maison, ma mère, si énergiquement active, lui faisait quelques reproches au sujet de son apparente oisiveté. Il répondait d'une voix de volonté sanglotante qu'il travaillait beaucoup au contraire, et que son travail, encore que travail de pensée, était des plus exténuants. Mais cela ne mène pratiquement à rien, faisait observer ma mère. Tant pis, répondait-il, j'écris, il le faut. Et en effet, la nuit, il brassait son sang à noter en prose ses illuminations. Ma mère ne l'obligea même pas à prêter main forte à l'occasion. Qu'auriez-vous donc voulu qu'elle fît d'autre pour Arthur? C'était impossible qu'elle l'encourage dans ses essais de littérature, qu'elle déteste. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur. Quelle vie! J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie! Je vais où il va, il le faut, et souvent il s'emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Il dit, je n'aime pas les femmes, l'amour est à réinventer, on le sait. À côté de son cher corps endormi, que d'heures, des nuits j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Hélas, je dépendais bien de lui. J'avais de plus en plus faim de sa bonté. Avec ses baisers et les étreintes amies, c'était bien un ciel, un sombre ciel où j'entrais. Et j'aurais voulu être laissé, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme de bons enfants libres de se promener dans le paradis de tristesse. Je lui faisais promettre qu'il ne me lâcherait pas. Il l'a faite 20 fois, cette promesse d'amant. Puis il reprenait ses manières de jeune mère, de sœur aimée. S'il était moins sauvage, nous serions sauvés. Mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. Ah, je suis folle. Vous me parlez de la saison en enfer? Une espèce de prodigieuse autobiographie psychologique écrite dans cette prose de diamant qui est sa propriété exclusive et où je figure comme docteur satanique. Ce n'est pas vrai. Ah, cette vie de mon enfance. La grande route par tous les temps. Sobre surnaturellement. Plus désintéressé que le meilleur des mendiants. Fier de n'avoir ni pays, ni amis. Quelle sottise c'était. Et je m'en aperçois seulement. Je reconnais là ma sale éducation d'enfance. Puis quoi? Non, non. À présent, je me révolte contre la mort. Quand irons-nous par-delà les grèves et les monts saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre, le chant des cieux, la marche des peuples.
Esclave, ne maudissons pas la vie. J'exècre la misère. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels, et bien je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée. Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Rimbaud a dit dans sa saison « Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons. Les climats perdus me tanneront. » Il a ainsi pronostiqué 20 ans d'avance la fin, dirais-je, héroïque, en tout cas noble et fière de ce poète, pour vivre son rêve, de nouveau, de pire et de mieux. Une saison en enfer sombra dans un oubli monstrueux, l'auteur ne l'ayant pas lancé du tout. Il avait bien d'autres choses à faire. Il court tous les continents, tous les océans, pauvrement, fièrement. Après avoir écrit en prose encore une série de superbes fragments, des illuminations que j'avais craint d'abord perdues à jamais et qu'on a miraculeusement retrouvées. Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Dans un grenier où je fus enfermé à 12 ans, j'ai connu le monde. J'ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier, j'ai appris l'histoire. À quelques fêtes de nuit dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris, on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe et pas de commission. L'année 1874, il la passe entièrement à Londres. On pense généralement que c'est là-bas qu'il a écrit Les Illuminations. La vie à Londres est saine, mais dure. Rimbaud, habitué à tout, était revenu enthousiasmé. Tout là-bas était plus fort, plus logique, plus intelligent. C'était le mouvement, l'ordre, la puissance et la couleur. C'était la grande ville. C'était la ville. À Londres, Arthur cherche du travail. Il fait passer des annonces. Il n'y a pas de réponse. À cette époque, déjà, il délaissait la littérature et les problèmes sociaux n'avaient plus d'intérêt pour lui. Il se donnait aux sciences, aux questions économiques. Il était dévoré du désir d'apprendre et de voir. Il disait « Rester toujours dans le même lieu me paraîtrait un sort très malheureux. Je voudrais parcourir le monde entier, qui en somme n'est pas si grand. Peut-être trouverai-je alors un endroit qui me plaise à peu près. » Oh, les énormes avenues du Pays Saint, les terrasses du Temple. Qu'a-t-on fait du brahman qui m'expliqua les proverbes? Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule, et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. Un envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée. Exilé ici, j'ai eu une scène où jouaient les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. Je vous indiquerai les richesses inouïes. Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos, qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend. Finalement, Rimbaud revient à Charleville où il passe l'hiver de 75-76. Son temps y est employé à étudier l'arabe, faire un peu de russe et de piano.
Sa sœur Vitalie est morte le 18 décembre, une synovite, après des souffrances dont le spectacle l'a cruellement affecté. Cependant, il est reparti. Le voici en Autriche, allant vers la Bulgarie. À Vienne, il se fait dépouiller, revient à pied à la maison. Je suis le saint en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine. Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Je suis le piéton de la grande route par les bois nains. La rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive dehors du couchant. Je serai bien l'enfant abandonné sur la jetée, parti à la haute mer. Le petit valet suivant l'allée dont le front touche le ciel. À partir de 1874, Rimbaud s'est montré indifférent à son œuvre entière. Ce lâchage de la littérature semblait ridicule à Verlaine, sinon monstrueux. Il prédit que Rimbaud finirait chef de bureau. Cependant, il me priait, par simple curiosité, de le tenir au courant des carapates du monstre. Si Rimbaud eut une dernière velléité de littérature, il n'y songeait plus 8 jours après, c'est certain. Désormais, c'est la vie errante. De 1875 à 79, il va se livrer éperdument à cette volonté d'aller loin, loin, qu'il prévoyait, qu'il chantait même dès sa 15e année. Je me revois toute petite, à l'époque de son premier départ, en septembre 1870. C'était le soir, bien tard, sous les grandes allées de marronniers, à Charleville. La foule en tumulte se pressait pour avoir des nouvelles de la guerre et l'on ne parlait hélas que de défaite. La moitié de mon âme était ravie, partie avec lui loin du foyer, de la sécurité. Et les sanglots de désespoir s'échappaient de ma poitrine, attestaient déjà l'énorme part de moi-même qui avait fui. Depuis lors, je l'ai suivi partout à travers le monde, en pensée, en souffrance, en joie, sans y forcer ma volonté, presque malgré moi. Au mauvais jour, quand il endurait le froid, la faim, je souffrais avec lui. Mon esprit anxieux ne pouvait se reposer nulle part. J'étais avec lui, dans le brouillard gris ou le soleil pâle de Londres, sous le ciel bleu d'Italie, dans les neiges du Saint-Gothard. Je suivais avec lui les grandes routes. Nous traversions des bois, des prairies. Mes yeux sont encore pleins des choses et des paysages merveilleux. Rimbaud fit de nombreuses apparitions à Charleville pendant la première partie de sa vie errante, entre 73 et 79. Après chaque grand voyage, il revint toucher bas au pays natal. Mais le contact avec ses anciens amis était rompu. Il représentait pour lui la littérature, le passé. Longtemps avant son départ définitif, son silence, son détachement nous frappaient. Et les retours. Oh, quelle joie délirante. Le bonheur de se retrouver entière et parfaite, après avoir subi longtemps l'absence de la meilleure partie de soi-même. Je suis sortie de l'enfance comme il entrait dans l'âge viril. Nous possédions la plénitude de notre force physique et de nos facultés intellectuelles. Alors la destinée nous a séparés. Des milliers de kilomètres s'allongèrent entre lui et moi. Sans les avoir lues, je connaissais ses œuvres. Je les avais pensées. Et moi, je n'aurais pu les exprimer dans son verbe magique. J'admirais, je comprenais, voilà tout.
En septembre 1879, Rimbaud m'ayant informé de son retour en France, j'allais le visiter à Roche, dans la ferme appartenant à sa mère. J'étais arrivé dans l'après-midi. À ce moment, des gerbes de blé, une pleine voiture était déchargée et rentrée dans la grange. Nous nous y mîmes tous, la mère, la sœur, lui et moi. Sa voix quelque peu enfantine que j'avais connue jusqu'alors était devenue grave, profonde, imprégnée d'énergie calme. Les joues, autrefois rondes, s'étaient creusées. Il ne restait de l'ancien Rimbaud que ses yeux adorables, effrayants à la fois d'innocence et d'impitoyable raison. Le soir, après dîner, on discutait. Il était calme, souriant, très doux. Une conversation raciste, mais toujours amusante, pleine d'aperçus curieux et fort sensés. Je remarquais que de la poésie de ses goûts anciens, pas un mot. À la fin, je lui posai la question, décidément. Eh ben, plus de littérature, alors? Il eut, en secouant la tête, un petit rire, mi-amusé, mi-agacé, et répondit simplement, « Je ne m'occupe plus de ça. » Cet été-là, Millot m'invite dans notre petit café de la place du Cal. Rimbaud, me dit-il, vient d'acheter un complet neuf, en priant le tailleur d'envoyer la facture à sa mère. C'est qu'il va partir. Il arriva vers 8 heures du soir. Il fut pendant toute la soirée d'une gaieté inaccoutumée, débordante. À 11 heures, il nous quitta, pour toujours. Il ne revint à Charleville que 12 ans après, dans un cercueil. Aden, 17 août 1880. Ma chère maman, ma chère sœur. J'ai cherché du travail dans tous les ports de la mer Rouge. À Jeddah, Souakim, Massawa, Odeda, etc. Je suis venu ici, à Aden, après avoir essayé de trouver quelque chose à faire en Abyssinie. J'ai été malade en arrivant. Je suis employé chez un marchand de café où je n'ai encore que 7 francs. Quand j'aurai quelques centaines de francs, je partirai pour Zanzibar, où, dit-on, il y a à faire. Donnez-moi de vos nouvelles. Rimbaud. Arthur Rimbaud a 25 ans à cette époque et vient de l'île de Chypre, où il était chef d'une équipe de carrière. Tombé malade et complètement désemparé, il a été recueilli à Alexandrie. Nous l'avons engagé provisoirement comme chef d'atelier dans notre entreprise, où il s'occupera du pesage et du triage de café. Monsieur Rimbaud connaît suffisamment l'arabe pour donner ses ordres dans cette langue, ce qui lui vaut la considération de son personnel indigène, qui le désigne cependant sous le nom de Karani. En traduction littérale, le méchant. Chers amis, Aden est un roc affreux, sans un seul brin d'herbe ni une goutte d'eau bonne. On boit l'eau de mer distillée. La chaleur y est excessive, surtout en juin et septembre qui sont les 2 canicules. Je suis comme prisonnier ici. Et assurément, il me faudra y rester au moins 3 mois avant d'être un peu sur mes jambes ou d'avoir un meilleur emploi. La maison fait plusieurs centaines de mille francs d'affaires par mois. Je suis le seul employé et tout passe par mes mains. Je suis très au courant du commerce du café à présent. J'ai absolument la confiance du patron. Seulement, je suis mal payé. Mais comme je suis le seul employé un peu intelligent d'Aden, à la fin de mon 2e mois ici, je m'en irai.
J'aime mieux partir que de me faire exploiter. La maison a aussi des caravanes dans l'Afrique. Il est encore possible que je parte par là où je me ferai des bénéfices et où je m'ennuierai moins qu'à Aden, qui est, tout le monde le reconnaît, le lieu le plus ennuyeux du monde, après toutefois celui que vous habitez. Il m'avait dit avoir 25 ans et être né à Dole, dans le Jura. Ce n'est que longtemps après que j'ai appris qu'il était né à Charleville, dans les Ardennes. Et que Dole était le lieu de naissance de son père. Ce que je peux dire de son caractère, c'est qu'il me paraissait un peu fantasque. Tantôt morose, silencieux, semblant éviter la compagnie de ses semblables, et tantôt s'animant, devenant causeur aimable, avec une verve un peu caustique qui le portait à tourner en ridicule les faits et gestes des personnes qu'il mettait en cause dans ses récits. Je dois dire toutefois qu'il mettait dans cette manie plus d'ironie que de méchanceté. Pour moi, je n'attribuais pas d'importance aux bizarreries de son esprit, je les attribuais à des ennuis, un certain dégoût du monde, causé par des épreuves dont il ne parlait pas, mais qu'avait sûrement subi sa grande intelligence. La maison de M. Bardet avait fondé une agence dans le Harar, une contrée au sud-est de l'Abyssinie. Il prévoyait d'exporter de là du café, des pots, des gommes, etc. Mon frère avait prié instamment M. Bardet de l'y envoyer. Il voulait absolument quitter Aden. Il nous expliquait tout cela très précisément dans ses lettres. Et je suivais ses pérégrinations sur cette carte. D'Aden au Harar, on y allait par mer. D'abord d'Aden à Zéla, port de la côte africaine, de là au Harar par 20 jours de caravane. La maison Bardet avait établi une agence là-bas et installé un représentant sous les ordres duquel Arthur devait travailler. Il parlait aussi d'y aller armé et qu'il y avait danger d'y laisser sa peau dans les mains des Galas, une tribu d'indigènes dont il fallait se méfier. Il nous demanda aussi de passer commande d'un certain nombre de livres qu'il voulait se faire envoyer là-bas, des traités de métallurgie, d'hydraulique, de minéralogie, de maçonnerie, etc., sans qu'on comprenne très bien ce qu'il voulait en faire. Harar, 13 décembre 1880. Chers amis, je suis arrivé dans ce pays après 20 jours de cheval à travers le désert Somalie. Harar est une ville colonisée par les Égyptiens et dépendant de leur gouvernement. La garnison est de plusieurs milliers d'hommes. Ici se trouve notre agence et nos magasins. Les produits marchands du pays sont le café, l'ivoire, les peaux, etc. Le pays est élevé mais non infertile. Le climat est frais et non malsain. On importe ici toute marchandise d'Europe par chameau. Nous n'avons pas de poste régulière ici. Ceci ne vous arrivera donc pas d'ici longtemps. Je vous prie de me faire parvenir de vos nouvelles le plus fréquemment possible. J'espère que vos affaires vont bien et que vous vous portez bien. Harar était entièrement entouré de hautes murailles, en pierre, cimentées de boue. Partout, le regard se pose sur de la boue desséchée. Les habitants ne s'habillaient pas comme les autres indigènes de l'Afrique orientale, mais à la mode arabe. Ils se rasaient la tête et portaient le turban. La vie, là-haut, comparée à celle des autres localités de l'Afrique orientale, était presque luxueuse. Il y avait des boutiques où toute espèce de commodité pouvait s'acheter. Il y avait des buvettes, des cafés. Et, signe infaillible de civilisation, des maisons closes. Au coucher du soleil, on fermait les ports de la ville, on portait les clés au gouverneur. Après cela, il était défendu à qui que ce soit de circuler dans les rues sans permis spécial. Des lions, des panthères et des hyènes vivaient en grand nombre sur les coteaux environnants. Et quelquefois, ils arrivaient à escalader les murs. Monsieur Rimbaud passait une grande partie de son temps en écriture comptable extrêmement compliquée, car les fonctionnaires des douanes, vétilleux et malveillants, un tas de chiens et de bandits selon ses termes, se montraient impossibles.
Sans parler des questions de change, de tarifs, de transit. Chers amis, j'ai reçu votre lettre du 8 décembre et je crois même vous avoir écrit une fois depuis. J'en ai d'ailleurs perdu la mémoire en campagne. Je ne compte pas rester longtemps ici, je saurai bientôt quand je partirai. Je n'ai pas trouvé ce que je présumais, je vis d'une façon fort ennuyeuse et sans profit. Dès que j'aurai 1500 ou 2000 francs, je partirai. J'en serai bien aise. Je compte trouver mieux un peu plus loin. Écrivez-moi des nouvelles des travaux de Panama. Aussitôt ouvert, j'irai. Je serais même heureux de partir d'ici dès à présent. Arthur Rimbaud était un grand travailleur, actif et curieux. Une chevelure grise sur une figure de 25 ans. Il allait tête nue, pieds nus dans la brousse, ne buvait que de l'eau, frayait rarement avec les autres Européens, qu'il appelait licheurs de petits verres. Ne lisait que rarement, et seulement des grammaires arabes pour y étudier la langue en vue de son commerce. Ne parlait jamais de son passé. Du quartier latin, quelquefois. Des écrivains, des artistes. Assez connus ces oiseaux-là, disait-il. De Londres, il gardait un souvenir, celui d'une période d'ivrognerie. Il ne parlait jamais de sa famille. Il lui arrivait, lorsque nous étions astreints à un repos forcé, de bavarder pendant de longues heures avec volubilité. Mais ces moments étaient rares. Une vie routinière s'installe, mais de travail actif. Un jour, on apprend qu'une caravane a été attaquée par des pillards et que des centaines de pots ont été volés. Un autre jour, grand tam-tam, un nuage de sauterelles passe et obscurcit le ciel. Cependant, la famine menace. L'agence est envahie de gens, à demi mourants. Le typhus s'évite aussi. Chaque matin, on ramasse 20 morts sur la grande place, devant la factorerie. On les jette dans une tranchée. Au dehors, ce sont les hyènes et les vautours qui font la corvée sanitaire. Les nuits sont agitées. Les bêtes fauves hurlent, miaulent ou rugissent sur la lisière de la forêt qui borde la rive du Wabi. Les hyènes, plus effrontées que jamais, s'approchent des tentes. Harare, 22 juillet 1881. Chers amis, j'ai reçu dernièrement une lettre de vous, de mai ou de juin. Vous vous étonnez du retard des correspondances, cela n'est pas juste. La distance est grande, voilà tout. C'est le désert à franchir 2 fois qui double la distance postale. Je ne vous oublie pas du tout. Comment le pourrais-je? Et si mes lettres sont trop brèves, c'est que toujours en expédition, j'ai toujours été pressé aux heures de départ des courriers. Mais je pense à vous et je ne pense qu'à vous. Et que voulez-vous que je vous raconte de mon travail d'ici qui me répugne déjà tellement, et du pays que j'ai en horreur, et ainsi de suite. Je fais venir en ce moment de Lyon un appareil photographique. Je le transporterai au Harare, et je vous rapporterai des vues de ces régions inconnues. C'est une très bonne affaire. Il avait finalement reçu son appareil photographique et il est revenu au Harare, d'où il nous a envoyé ses photographies de lui-même. Elles sont tellement brouilleuses qu'on reconnaît à peine sa figure. Ces photographies me représentent l'une debout sur une terrasse de la maison, l'autre debout dans un jardin de café, une autre les bras croisés dans un jardin de bananes. Tout cela est devenu blanc à cause des mauvaises eaux qui me servent à laver. Mais je vais faire du meilleur travail dans la suite. Ceci est seulement pour rappeler ma figure et vous donner une idée des paysages d'ici. Isabelle a bien tort de ne pas se marier si quelqu'un de sérieux et d'instruit se présente, quelqu'un avec un avenir. La vie est comme cela et la solitude est une mauvaise chose ici-bas. Pour moi, je regrette de ne pas être marié.
et avoir une famille. Mais à présent, je suis condamné à errer, attaché à une entreprise lointaine, et tous les jours je perds le goût pour le climat et les manières de vivre, et même la langue de l'Europe. Vous me parlez des nouvelles politiques, si vous saviez comme cela m'est indifférent. Plus de 2 ans que je n'ai pas touché un journal, tous ces débats me sont incompréhensibles à présent. Comme les musulmans, je sais que ce qui arrive, arrive, c'est tout. En été 1883, en Kuravichy, j'ai eu la surprise d'apprendre que Rimbaud connaissait le poète Verlaine et que leur relation allait même jusqu'au tutoiement. En revenant de France, sur le bateau, je rencontre un journaliste du Temps, Paul Bourde. Celui-ci avait connu Rimbaud jadis au collège de Charleville. C'est ainsi que j'ai appris avec stupéfaction que mon employé était célèbre dans certains cénacles du quartier latin. Quand je revis Rimbaud à Aden, je lui ai raconté la rencontre avec Paul Bourde et je lui ai remis la carte de celui-ci. Je n'obtins qu'un grognement et un haussement d'épaules. Et quand je fis une allusion à son amitié avec Verlaine, il se troubla, rougit et murmura « absurde, ridicule, dégoûtant ». En 1884, j'ai publié un fascicule que j'ai nommé « Les poètes maudits ». Il y avait plusieurs portraits, dont un sur Arthur Rimbaud. J'y ai écrit « Si ces lignes tombent d'aventure sous ses yeux, que monsieur Arthur Rimbaud sache bien que nous ne jugeons pas les mobiles des hommes, qu'il soit assuré de notre complète approbation, de notre tristesse noire aussi en face de son abandon de la poésie, pourvu, comme nous n'en doutons pas, que cet abandon soit pour lui logique, honnête et nécessaire. Eussions-nous consulté Arthur Rimbaud, dont nous ignorons l'adresse, il nous aurait, c'est probable, déconseillé d'entreprendre ce travail pour ce qui le concerne. Ainsi maudit par lui-même, ce poète maudit. Aden, 24 avril 1884. Je suis arrivé à Aden après 6 semaines de voyage dans les déserts et c'est pour cela que je n'ai pas écrit. Le Harar, pour le moment, est inhabitable à cause des troubles de la guerre. Notre maison est liquidée au Harar, comme à Aden, et à la fin du mois, je me trouve hors d'emploi. Je ne sais pas du tout où je pourrais me trouver dans un mois. J'ai de 12 à 13 000 francs avec moi, et comme on ne peut rien confier à personne ici, on est obligé de traîner son pécule avec soi et de le surveiller perpétuellement. Et cet argent qui pourrait me donner une petite rente suffisante pour me faire vivre hors d'emploi, il ne me rapporte rien que des embêtements continuels. Quelle existence désolante je traîne sous ces climats absurdes et dans ces conditions insensées. Excusez-moi de vous détailler mes ennuis, mais je vois que je vais atteindre les 30 ans, la moitié de la vie, et je me suis fort fatigué à rouler le monde sans résultat. Ma santé est fort délabrée. Une année ici en vaut 5 ailleurs. Je ne fume jamais. Je m'habille en toile de coton, on vit horriblement mal ici pour très cher. Toutes les nuits de l'année, on dort en plein air et cependant mon logement coûte 40 francs par mois. J'espère bien aussi voir arriver mon repos avant ma mort. Mais d'ailleurs, à présent, je suis fort habitué à toute espèce d'ennui. Et si je me plains, c'est une façon de chanter. On savait qu'il a eu à plusieurs reprises des relations féminines. C'est à Aden que la liaison avec une Abyssinienne eut lieu. L'union fut intime. Et Rimbaud, qui logeait, subsistait d'abord chez nous, il loua cette maison pour y vivre avec sa compagne en dehors des heures qu'il passait dans nos bureaux. L'Abyssinienne fut envoyée dans son pays par Rimbaud dès qu'il nous eut quittés en septembre ou octobre 1885. Je ne connais rien des sentiments intimes que Rimbaud avait pour cette femme. Je sais qu'il était bon pour elle. Elle était habillée à l'européenne et leur intérieur était tout à fait comme celui des gens du pays.
Chers amis, j'ai quitté mon emploi à Daden après une violente discussion avec ces ignobles pignoufs qui prétendaient m'abrutir à perpétuité. J'ai rendu beaucoup de services à ces gens et ils s'imaginaient que j'allais pour leur plaire rester avec eux toute ma vie. Ils ont tout fait pour me retenir. Je les ai envoyés au diable. Ils m'ont donné d'excellents certificats pour les 5 années. Il me vient quelques milliers de fusils d'Europe. Je vais former une caravane et porter cette marchandise à Ménélik, roi du Shoah. La route pour le Shoah est très longue. 2 mois de marche presque, et les pays qu'on traverse jusque-là sont d'affreux déserts. L'affaire réussissant, vous me verriez en France où j'achèterai moi-même de nouvelles marchandises. Si je pouvais, après 3 ou 4 ans, ajouter une centaine de mille francs à ce que j'ai déjà, je quitterais avec bonheur ces malheureux pays. En été 1886, les Illuminations furent publiées à Paris. Le succès est immédiat. Félix Fénéon peut écrire « œuvre enfin hors de toute littérature et probablement supérieure à toute ». Quant à celui que je connais depuis son enfance et qui est toujours signalé vers le 76e parallèle, il n'est probablement au courant de rien et ne souhaiterait sans doute pas y être mêlé, car ça fait longtemps qu'il ne pense plus à tout ça. Le Caire, 23 août 1887. Je suis venu ici au Caire pendant que les chaleurs étaient épouvantables cette année dans la mer Rouge. Je me trouve tourmenté ces jours-ci par un rhumatisme dans les reins. J'en ai un autre dans la cuisse gauche qui me paralyse de temps à autre. Une douleur articulaire dans le genou gauche. Un rhumatisme déjà ancien dans l'épaule droite. J'ai les cheveux absolument gris et je me figure que mon existence périclite. Je suis excessivement fatigué. Je n'ai pas d'emploi à présent. Figurez-vous que je porte continuellement dans ma ceinture 16 000 et quelques 100 francs d'or. Ça pèse une 8aine de kilos et ça me flanque la dysenterie. Je ne resterai pas longtemps ici. Je n'ai pas d'emploi et tout est trop cher. Peut-être irai-je à Zanzibar, d'où on peut faire de longs voyages en Afrique. Et peut-être en Chine ou au Japon, qui sait. Je suis parti de la Suisse, en Abyssinie, appelé par le roi Ménélik qui a cherché un ingénieur. J'ai dirigé les travaux publics, construit des routes, des ponts, les premiers rails du chemin de fer éthiopien. J'ai connu M. Rimbaud à Aden, en octobre 1887, je crois. J'ai plusieurs fois logé chez lui au Harar. Comme il n'a pas d'hôtel là-bas, on est obligé de descendre chez les particuliers. Monsieur Rimbaud, à cette époque, importe des marchandises d'Europe. Du fil à tisser, de la laine, des casseroles, des verres. Il vend ses marchandises au Harar, ou les envoie à moi pour que je les vende au Shoah dans la capitale. Dans ces lettres qu'il m'envoie, il ne parle que de ça. Vendez-moi ceci, vendez-moi cela. Il se plaint souvent aussi des bureaucrates locaux qui lui font payer trop de douane. Il se plaint même du roi. Me demande d'intervenir, de l'aider auprès de la cour. Je lui ai dit parfois, « Voyons, mon cher Rimbaud, soyez gai, ne prenez pas trop au sérieux tout cela. Profitez de la vie, envoyez au diable vos héritiers. » Mais il n'a pas voulu entendre. Il s'est immédiatement renfermé ou s'est fâché. Pourtant, il savait très bien raconter des histoires drôles. J'ai beaucoup ri avec lui. Derrière son masque d'homme horriblement sévère se cachait de l'humour, une espèce d'humour noir. Seulement, la plupart du temps, il n'avait pas envie de raconter des histoires, surtout quand les affaires allaient mal. Ce qui était le cas la plupart du temps. Harar, 15 mai 1888. Je me trouverai installé ici pour longtemps. J'établis un comptoir commercial français sur le modèle de l'agence que je tenais dans le temps. Je fais des affaires assez importantes qui me laissent quelques bénéfices. Je me porte bien. J'ai beaucoup à faire et je suis tout seul. Je suis au frais et content de me reposer.
ou plutôt de me rafraîchir après 3 étés passés sur la côte. Ayez la bonté de m'envoyer de vos nouvelles. Je ne reçois plus rien de vous. Vous avez tort de m'oublier ainsi. Monsieur Rimbaud a parcouru des milliers de kilomètres à pied, à cheval, en bateau. C'était pas seulement un marchand, c'était aussi un explorateur. Il a vu en Abyssinie des régions, des paysages que personne avant lui n'avait jamais vus. Et c'était dangereux aussi. On risquait facilement de se faire tuer par des tribus hostiles. En général, il avait de bons rapports avec les gens du pays, grâce au fait aussi qu'il parlait leur langue. Souvent le soir, jusque tard dans la nuit, je l'ai vu écrire. Des lettres probablement, des factures aussi. Ou alors il additionnait les chiffres de sa comptabilité. Mes chers amis, nous sommes maintenant dans la saison des pluies. C'est assez triste. Le gouvernement est le gouvernement abyssin du roi Ménélique, c'est-à-dire un gouvernement négro-chrétien, mais somme toute on est en paix et sûreté relative. Et pour les affaires, elles vont tantôt bien, tantôt mal. On vit sans espoir de devenir tôt millionnaire, enfin puisque c'est mon sort de vivre dans ces pays ainsi. Je m'ennuie beaucoup, toujours. Je n'ai même jamais connu personne qui s'ennuyait autant que moi. Et puis, n'est-ce pas misérable, cette existence sans famille, sans occupation intellectuelle, perdue au milieu des nègres dont on voudrait améliorer le sort et qui, eux, cherchent à vous exploiter et vous mettent dans l'impossibilité de liquider des affaires à bref délai, obligés de parler leur baragouin, de manger de leur salmé, de subir 1000 ennuis provenant de leur paresse, de leur trahison, de leur stupidité. Le plus triste n'est pas encore là. Il est dans la crainte de devenir peu à peu abruti soi-même, isolé qu'on est et éloigné de toute société intelligente. Il songeait de plus en plus de liquider ses affaires et de quitter ce trou, comme il l'appelle. Finalement, j'avais tout un stock d'affaires qu'il me pressait de vendre pièce par pièce. Dans chaque lettre, ses appels devenaient de plus urgents, plus désespérés. Il acceptait tout, pourvu qu'il soit payé le plus rapidement possible, et en or. Mais le roi ne voulait pas des ferrailles de M. Rimbaud. J'ai dû envoyer mes domestiques sur le marché pour vendre toute cette camelote. Vers fin mars 1891, j'avais prévu mon départ pour l'Europe. J'ai écrit à M. Rimbaud que je passerais par Harare et qu'on aurait le temps de se voir à cette occasion pour arranger toutes nos affaires. En février, il est parti en Europe, sans me prévenir. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je n'ai plus entendu parler de lui. Aden, 30 avril 1891. Ma chère maman, j'ai bien reçu vos 2 bas et votre lettre. Je les ai reçus dans de tristes circonstances. Voyant toujours augmenter l'enflure de mon genou droit et la douleur dans l'articulation, sans trouver aucun remède ni aucun avis, je me décidai à descendre. Il fallait abandonner les affaires, ce qui n'était pas très facile, car j'avais de l'argent dispersé de tous les côtés. Mais enfin, je réussis à liquider à peu près totalement. Je louai 16 nègres porteurs. Je fis fabriquer une civière recouverte d'une toile. Et c'est là-dessus que je viens de faire en 12 jours les 300 kilomètres de désert qui séparent les monts du Harar du port de Zéla. Inutile de vous dire quelles horribles souffrances j'ai subies en route. Je n'ai jamais pu faire un pas hors de ma civière. Mon genou gonflait à vue d'œil, et la douleur augmentait continuellement. Arrivé à Aden, je suis entré à l'hôpital européen. Il y a une seule chambre pour les malades payants, je l'occupe. Le docteur anglais, dès que je lui ai montré mon genou, a crié que c'est une synovite arrivée à un point très dangereux par suite du manque de soins et des fatigues. Il parlait tout de suite de couper la jambe.
Ensuite, il a décidé d'attendre quelques jours pour voir si le gonflement diminuerait un peu après les soins médicaux. Il venait juste de nous écrire qu'il avait l'intention de rentrer dans le pays pour se marier. Il cherchait quelqu'un pour le suivre dans ses voyages. Il croyait toujours impossible de vivre en Europe à cause du froid. Il voulait donc emmener cette femme en Afrique ou ailleurs. C'est alors qu'est arrivée cette maladie à la jambe qu'il avait attrapée à cause de trop grands efforts à cheval et aussi par des marches fatigantes. Il m'a demandé de lui acheter un bar pour varices et de lui envoyer. Marseille, 21 mai 1891. Ma chère maman, ma chère sœur, après des souffrances terribles, ne pouvant me faire soigner à Aden, j'ai pris le bateau des messageries pour rentrer en France. Me trouvant par trop faible à l'arrivée ici et saisi par le froid, j'ai dû entrer à l'hôpital de la Conception, où je paie 10 francs par jour, docteur compris. Je suis très mal, très mal. Je suis réduit à l'état de squelette par cette maladie de ma jambe gauche qui est devenue à présent énorme et ressemble à une énorme citrouille. C'est une synovite, une hydrarthrose, etc. Une maladie de l'articulation et des os. Cela doit durer très longtemps si les complications n'obligent pas à couper la jambe. En tout cas, j'en resterai estropié. Mais je doute que j'attende. La vie m'est devenue impossible. Que je suis donc malheureux. Que je suis donc devenu malheureux. Le 22 mai 1891, il nous a envoyé un télégramme nous demandant de venir le voir à Marseille, à l'hôpital de la Conception. On allait l'amputer d'une jambe. Et il y avait danger de mort. Ma mère est donc allée le rejoindre. Dans l'entretemps, je suis tombée malade moi-même. Elle s'en inquiète, puis il y a le travail à la ferme et dans les champs qui attend. Elle veut repartir de Marseille dès le 8 juin. Mais les larmes d'Arthur l'ont ébranlée, elle part le lendemain. Il en a été très affecté. Ma chère sœur, je reçois ta lettre. Aujourd'hui, j'ai essayé de marcher avec des béquilles, mais je n'ai pu faire que quelques pas. Ma jambe est coupée très haut, il m'est difficile de garder l'équilibre. Eh bien, je me résignerai à mon sort. Je mourrai ou me jettera le destin. J'espère pouvoir retourner là où j'étais. J'y ai des amis de 10 ans qui auront pitié de moi. Je trouverai chez eux du travail, je vivrai comme je pourrai. Je vivrai toujours là-bas, tandis qu'en France, hors de vous, je n'ai ni amis, ni connaissances, ni personne. En tout cas, il faut que j'y retourne. Personnellement, je n'ai plus correspondu avec lui depuis 1887. Je l'ai revu. Peu de temps avant sa mort, à l'hôpital de la Conception à Marseille. Après l'amputation. En entrant dans sa chambre, il rejeta brusquement la couverture de la main gauche et fit de la main droite le geste violent de sabrer le moignon. Reste de sa jambe droite, tranchée au-dessus du genou. Lorsque je lui proposai de venir se rétablir dans ma maison de campagne, il fondit en larmes.
Ma chère sœur, je suis cicatrisé depuis longtemps. Quoique les névralgies dans le moignon soient toujours aussi fortes. Et je suis toujours levé. Mais voilà, mon autre jambe se trouve très faible. Aurais-je une maladie des os et devrais-je perdre l'autre jambe? J'ai très peur. Je crains de me fatiguer et j'abandonne les béquilles. J'ai commandé une jambe de bois, ça ne pèse que 2 kilos. J'essaierai de marcher tout doucement avec cela. Je paie 6 francs de pension par jour, à présent je m'ennuie pour 60 francs à l'heure. Je ne dors jamais plus de 2 heures par nuit. C'est cette insomnie qui me fait craindre que je n'ai encore quelques maladies à subir. Je pense avec terreur à mon autre jambe. C'est mon unique soutien au monde à présent. Quel ennui, quelle fatigue, quelle tristesse en pensant à tous mes anciens voyages. Et comme j'étais actif il y a seulement 5 mois, où sont les courses à travers Mont, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers? Je lui ai écrit. Pourquoi ne viendrais-tu pas à Roche où tu serais toujours mieux qu'avec des étrangers? Je voudrais que tu sois avec moi. De Marseille, il s'était donc fait conduire à Roche avec le désir de s'y reposer pendant 2 ou 3 mois. En cette triste année 1891, les blés avaient été gelés. Le 10 août, après une épouvantable nuit d'orage et de grêle, un givre dépouilla les arbres. Arthur, grand amateur de chaleur, de soleil et d'air, souffrait beaucoup de ces troubles atmosphériques. Le premier jour, à son entrée dans sa chambre, la plus belle de la maison, il avait eu cette exclamation sincère et flatteuse, « C'est Versailles ici ». Il essaya de se mettre à l'aise, de s'acclimater. L'insomnie des premières nuits, les fièvres et la fatigue corporelle furent attribuées à la fatigue du voyage. Il parlait peu de lui et des années passées en Orient, si ce n'est pour désirer repartir au plus tôt pour Harare, où, disait-il, il faut absolument que je retourne. Il se fit prendre mesure d'une jambe artificielle, soigneusement articulée, celle achetée à Marseille étant par lui jugée insuffisante. Il béquillait peu. L'aisselle droite lui faisait trop mal. Cependant, comme rester en place et à la maison lui était extrêmement désagréable, il sortait beaucoup en voiture découverte. Chaque jour, malgré la fatigue et malgré le mauvais temps, on passait l'après-midi à se promener. Il aimait être conduit aux endroits où se portait la foule endimanchée, les jours de fête et les dimanches. Et sans s'y mêler, il prenait plaisir à observer les mouvements et les gestes des gens, ainsi que les changements opérés dans les mœurs depuis 10 ans. Cependant, au lieu de s'améliorer, son état de santé empirait. Le sommeil n'était pas revenu, les douleurs augmentaient, le torturaient sans trêve. Un ennui insurmontable, mortel, l'envahissait. Roche, surnommé Terre des Loups, lui faisait horreur. Il devenait irritable. L'impossibilité de béquiller, laisser l'étant trop malade, le contraignait à une immobilité insupportable. Porte et volet hermétiquement clos. Toute lumière, lampe et cierge allumées, au son doux et entretenu d'un tout petit orgue de barbarie. Il repassait sa vie, évoquait ses souvenirs d'enfance, développait ses pensées intimes. Ainsi l'on sut que là-bas, au Harare, il avait appris la possibilité de réussir en France dans la littérature, mais qu'il se félicitait de n'avoir pas continué. Parce que c'était mal. L'appétit se perdit presque complètement. Les douleurs se généralisèrent, ce furent des crises de désespoir, des larmes, une colère nerveuse. Il était possédé de la crainte affreuse de devenir et de rester paralysé. Puis de l'idée fixe de retourner au Harare.
Je l'ai vu ici, venu dans notre maison pour la dernière fois. Inoubliable journée, veille et nuit, qui ne reviendront plus jamais, jamais, jamais. J'ai soutenu son corps chancelant. J'ai porté dans mes bras ce corps souffrant et défaillant. J'ai guidé ses sorties. J'ai surveillé chacun de ses pas. Je l'ai aidé toujours à rentrer, à monter, à descendre. J'ai préparé son siège, son lit, sa table. Bouchée à bouchée, je lui ai fait prendre quelque nourriture. J'ai passé les nuits à son chevet. J'aurais voulu faire de la musique pour l'endormir, mais la musique pleurait toujours. Il m'a demandé en pleine nuit d'aller cueillir le pavot assoupissant et j'y suis allée. J'avais peur, seule, loin de lui. Dans les ténèbres, je me suis hâtée. Puis j'ai préparé les breuvages calmants qu'il a bu. Et l'éveil recommençait, durant jusqu'au matin. Et quand il se mettait à dormir, je restais encore près de lui, à le regarder, à l'aimer, à prier, à pleurer. Je l'ai aidé à mourir. Et lui, avant de me quitter, il m'a en mourant aidé à vivre. Le 2 au 3 août 1891, un mois juste après son arrivée, il repartait. Le voyage s'augura mal. Très ému, Arthur réclamait dès 3 heures du matin qu'on l'habille et le conduise à la gare, distante d'environ 3 kilomètres. Le train passait à 6h30. Par un suprême effort, il s'habille seul, presque entièrement. Très excité, il veut partir à tout prix, vite, vite. Il refuse de prendre aucun aliment, il n'a qu'une idée, partir. La voiture est amenée, on va l'y transporter. Alors son excitation tombe tout d'un coup. Il promène ses regards autour de lui et pleure. « Oh mon Dieu, dit-il à travers ses larmes, ne trouverais-je pas une pierre pour appuyer ma tête et une demeure pour y mourir ?» Il nous tenait contre son cœur. Dans ses pauvres bras, il sanglotait. Nous lui disions « Reste, veux-tu ? On te soignera bien. On ne te quittera plus jamais. » « Non, répond-il en refoulant ses larmes, il faut essayer de guérir. » On part. Et cette fois, c'est 2 heures de pénible attente qu'il faut subir à la gare. Coup de sifflet, voici le train. Arthur dans son fauteuil est transporté, puis hissé dans le wagon. Péniblement, il s'installe sur les coussins. La trépidation du train est cruelle. Il pleure. Oh, ce moignon, quel bourreau. Il le tient à 2 mains. Que je souffre, répète-t-il. D'abord, nous étions seuls dans le compartiment. À la fin montèrent des jeunes mariés, puis un jeune ménage avec de petits-enfants. Lui se réveillait et regardait les gens avec des yeux étrangement brillants, mais d'un air indifférent ici là. Puis aussitôt il retombait dans sa torpeur douloureuse. Les jeunes mariés se parlent avec animation, les enfants jouent et rient, leurs parents engagent des conversations. Meaux et les petites stations des environs de Paris passent dehors. Sur un fleuve, une multitude de canots fuient ou glissent doucement. Il y a une fête dans la banlieue de Paris, on s'y presse, on y vole, c'est la vie tout cela. Et puis c'est Paris. Et après tant d'années d'existence presque sauvage, c'est à Paris qu'il conviendrait de contempler le monde civilisé. Il n'y avait ce dimanche-là presque personne sur les boulevards, ni dans les rues.
Les pavés luisaient sous la pluie, et les gouttières bruissaient, tristement, les magasins étaient fermés, c'était lugubre. Arthur, quoique accablé, regardait fiévreusement par la vitre. Puis dans le train. Effondré lamentablement sur des sièges de velours à Paris-Gare de Lyon, il attendit impatiemment le départ de l'express vers Marseille. Il eut un instant d'extraordinaire et navrante gaieté occasionné par la vue de l'uniforme d'un officier. Vers le soir, à la descente du train à Marseille, Arthur fut transporté à l'hôpital de la Conception. Pendant le courant de la semaine, les aumôniers étaient venus le voir 2 fois. Il les avait bien reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait pas osé lui parler de la mort. Il reconnaît tout le monde. Moi, il m'appelle parfois Djami, son servant du Harar. Du reste, il mêle tout, et avec art. Nous sommes au Harar, nous partons toujours pour Aden. Et il faut chercher des chameaux, organiser la caravane. Il marche très facilement avec sa nouvelle jambe articulée. Nous faisons quelques tours de promenade sur de beaux mulets richement harnachés, puis il faut travailler, tenir les écritures, écrire des lettres. Vite, vite, on nous attend. Fermons les valises et partons. Il y a une exclamation qui revenait sans cesse sur ses lèvres. Allah, Allah, crime. La mort vient à grands pas. Son moignon était fort gonflé. Maintenant, c'est un cancer énorme entre la hanche et le ventre, juste en haut de l'os. Mais ce moignon, qui était si sensible, si douloureux, ne le fait presque plus souffrir. Arthur n'a pas vu cette tumeur mortelle. Il s'étonne que tout le monde vienne voir ce pauvre moignon auquel il ne sent presque rien. Et tous les médecins restent muets et terrifiés devant ce cancer étrange. Un matin, en se réveillant, il regarde par la fenêtre le soleil qui brille toujours dans un ciel sans nuages et se met à pleurer en disant que jamais plus il ne verra le soleil dehors. « J'irai sous la terre, me dit-il, et toi, tu marcheras dans le soleil. » Les derniers jours, il ne prenait presque plus rien en fait de nourriture. Et ce qu'il prend, c'est avec une extrême répugnance. Aussi, il a la maigreur d'un squelette et le teint d'un cadavre. Et tous ces pauvres membres paralysés, mutilés, morts autour de lui. Oh Dieu, quelle pitié! Baudelaire ne l'a-t-il pas écrit? Il faut toujours être ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi?
De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. L'art, c'est d'être absolument soi-même. Tous ceux que j'ai connus ou aimés ont disparu. Je n'ai plus qu'une mère, c'est l'assistance publique. Et ce qui me pèse en ce moment, ce ne sont pas les soucis matériels, ce sont mes rêves. Depuis la mort de Rimbaud, je le revois toutes les nuits. Je ne peux pas accepter cette mort. Nous ne nous étions plus vus depuis plusieurs années, mais Rimbaud, son art et son visage rayonnent toujours au fond de mon esprit. Toi, Dieu parmi les demi-dieux, mort, mon grand péché radieux. Toi, mort, mort, mort. Vivant en moi de mille feux. Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà de ta jeunesse?